C'était pas un élève brillant, il faut le dire. Quand j'étais petit, je voulais être pilote. Le design est venu un peu après parce que je me suis découvert des talents, même quand j'étais au lycée de dessin. Mon père dit, tu connais un artiste qui a de l'argent? Donne-moi un nom. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on recherche une validation grâce aux moyens de l'école et on s'arrête sur ça pour prouver qu'on est compétent. Si on lance une offre d'emploi, on dit on cherche des gens qui ont du master, tous ceux qui viennent ont du master, on s'est annulé. On se concentre un peu trop sur certaines facultés ici en Afrique. Il y a trop de comptables dans le pays, il n'y a pas assez d'argent. Quand on est dans une situation où on est faible, il faut s'associer à des gens qui sont forts. Moi, je ne conseille personne à quitter ce que tu aimes. Mais il faut garder à l'esprit que ce que tu aimes là, tu ne dois pas le faire comme tu l'entends à la limite près. C'est-à-dire que je veux finir avocat forcément. J'avais des professeurs à l'époque qui me traitaient de gars qui n'est pas très intelligent. Et ils avaient raison parce que les moyens démontraient. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus raison. Bonjour Samuel, comment tu vas? Bonjour Roland, ça va très bien. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. Alors, Samuel Lago, comme on a dit, je suis designer. Ouais. Designer d'identité visuelle et suite d'interface. Et je suis cofondateur de Canary. Aujourd'hui, j'exerce le poste de creative director aussi. Ouais. Donc, on va dire c'est ce que je fais actuellement. C'est l'activité phare de mon scope, quoi. Bon, tu as été très modeste dans la présentation, mais je pense qu'on va creuser tout ça encore plus tout à l'heure. Ouais. Mais dans les préparatifs ou quand on échangeait avant l'enregistrement du podcast, tu me disais que tu as fait une école de design, de communication, multimédia et ça. Donc, ça veut dire que le design, c'est ce que tu as toujours voulu faire ou bien d'où est venue cette envie-là? En tout cas, je pense que c'est la deuxième chose que j'ai beaucoup voulu faire. Parce que quand j'étais petit, très petit, je voulais être pilote. Les matières m'ont freiné parce que j'ai commencé à avoir peur des mathématiques, tout ça. Ouais. Et le design est venu un peu après parce que je me suis découvert des talents, même quand j'étais au lycée de dessin. Oui. En classe, au point où je n'arrivais même plus à suivre les cours. Je préférais dessiner dans les cahiers. Ouais. Donc, lorsqu'on dit grand 1, je suis en train de faire le graffiti sur le grand 1. Je suis concentré vraiment sur l'essentiel. Donc, il a fallu qu'on me recadre aussi pour que ça puisse rentrer dans le scope aussi. Mais j'ai gardé aussi l'objectif qu'après le lycée ou les études, j'allais continuer en design, quoi. Je crois que c'est ça qui m'a poussé à aller à ESMA. Ok. Comment ça se passe, transition, école, vie professionnelle? Je pense que la transition même s'est passée directement lorsque je suis arrivé dans la première année. Ok. Parce que j'avais déjà envisagé ce qui allait se passer. Parce que, pour préciser, en classe de 3e, c'est là que vraiment le design s'est vraiment révélé à moi. Parce qu'en 6e, j'avais commencé à dessiner. Mais il n'y avait pas de nom pour le métier. Bon, ils savaient que je voulais dessiner. J'étais le dessinateur de la classe. Et en 3e, grâce à un mentor, j'ai connu le terme design graphique. Donc, j'ai commencé Photoshop depuis la classe de 3e, documenté en autodidacte. Et quand je suis arrivé en terminale, je continuais tout le temps. Donc, quand je suis arrivé la première année à ESMA, j'avais déjà les prérequis. Et je savais clairement ce que je voulais faire à ESMA et dans quoi j'allais m'embarquer. Donc, dès que ESMA est terminé, j'ai commencé à chercher mes repères pour voir où j'allais évoluer. Comment tu arrives à expliquer aux parents que tu veux faire du design si, bon, voilà, toi, tu venais de découvrir. Comment les parents ont pris ça? En tout cas, c'était compliqué parce que mon papa s'attendait à... Pilote! C'est ça. Avec des moyennes qui vont avec ce que j'ai dit. Et il voit qu'en classe, ça ne va pas. Les moyennes ne sont pas bonnes. Je n'étais pas un élève brillant, il faut le dire. Et oui, c'était des 7 de moyenne, 6 de moyenne. Donc, à un moment donné, mais il y a eu un changement. On va dire qu'il y a eu 2 étapes. La première étape, c'était de la 6e jusqu'à la 3e, où c'était catastrophique. Et la deuxième étape, il y a eu une évolution parce qu'il y a eu une entente. C'est-à-dire que je voulais le faire, mais je n'avais pas les prérequis. Je voulais faire que ça. Pilote, hein? Voilà. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes avec les parents parce que je ne connaissais même pas le métier. Mais j'avais entendu parler et puis je me découvrais aussi. Je dessinais beaucoup. Il n'y avait pas de nom. Mais quand j'ai connu le métier en classe de 3e, automatiquement, j'avais déjà une vision claire maintenant que je voulais faire ça, même n'ayant pas tous les aspects techniques. Donc, moi, mon papa, on s'est assis une fois et puis on a discuté. Et puis il m'a dit, tu sais, tu connais Mike Tyson? Il dit oui, il était un très bon bosseur, mais tu vois, il n'était pas très bon à l'école et finalement n'a pas pu gagner sa vie. Donc, on fait un deal. Si tu étudies bien,
Après tes études, tu vas aller dans une école de design. Franchement, ça a boosté. Mais là, maintenant, j'ai commencé à faire beaucoup de maths. Voilà. J'ai apprécié. Je me rappelle une anecdote, c'est que en terminale, j'ai eu une très bonne moyenne, 14 de moyenne en maths, tout ça. Il m'a dit, mais c'est comment est-ce que non? On a dit. Je pars en design. En design, c'est plus pilote. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça ne te fait pas penser, on va dire, à la notion, je te sais très cultivé sur ces questions-là, à la notion du why. C'est-à-dire, à ce moment-là, quand tu as trouvé ton why, vous avez défini le why, tu t'es dit, voilà, je sais ce que je veux faire, c'est le chemin pour aller, et puis je ne lâche plus. C'est ça. Et on va dire, à cette époque même, je n'avais pas pensé au contour, que ce soit d'un point de vue financier, est-ce que ça rentabilise? Parce que j'ai vraiment eu des moments où mon père essayait de vraiment savoir si le petit veut vraiment faire ça. Il dit, tu connais un artiste qui a de l'argent? Il faut me donner un nom. Je suis bloqué. Et franchement, ça m'a aidé parce que même ça peut sembler être un refus des parents. Oui. Mais pour moi, c'était un moyen de pouvoir prouver parce que ça me pousse à faire de la recherche dessus. Oui. Un artiste qui a de l'argent. Donc, je vois que je ne connais pas, est-ce qu'il y en a? Ouais. Et j'ai commencé à rechercher le domaine. Puis j'ai fini par comprendre qu'en fait, ce n'est pas vraiment un artiste dessinateur comme tu penses, papa. C'est vraiment. Et puis on a commencé à discuter. Et aujourd'hui, il est vraiment fervent supporter. Même quand il voit une nouvelle voiture, il dit, mais ça, c'est du design, ça. Ah, ok. Il a compris le métier. Il a compris le métier. Ouais. Parfait. Mais donc, quand tu sors de l'école, d'accord, comment tu arrives à rentrer dans la vie professionnelle, à trouver ton premier job? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était du freelance? Tu es parti en agence? Comment ça s'est passé? En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'étais à l'école, j'ai eu la chance aussi d'avoir des... Parce que je m'approche beaucoup de ces personnes qui connaissent, mais qui sont dans le métier où je vais exercer. Et à l'époque, c'était une personne du nom de Bola Wakari qui était, lui, un développeur, mais qui avait sa petite start-up. Et il m'a pris en stage pour exercer le design. Il n'y connaissait rien, mais il y avait Internet. Et à l'époque, Internet, c'était de l'or. C'est vraiment de l'or parce que voilà, c'est pas évident d'acheter Internet. Et puis, il faut vraiment convaincre le vieux qu'il faut payer 30 000 Internet. Franchement, c'était compliqué. Et grâce à lui, franchement, j'ai eu la chance aussi d'apprendre parce qu'on fait l'autodidacte, YouTube, etc. Donc, j'ai pu me développer et aussi avoir des compétences professionnelles. Parce que même si je débutais en design, mais il a aussi consolidé cette partie, savoir respecter les délais ou bien comprendre le monde professionnel, rédiger des mails, ces genre de choses qui m'ont donné de l'expérience. Donc, après ESMA, automatiquement, j'ai intégré une agence. Et l'agence s'appelait à l'époque Urokomwe. Ils existent toujours, ils sont spécialisés en vidéo, tout ça. C'est ça. Pour ça, quand je suis venu ici, j'ai dit vraiment, c'est vraiment top. Là où je t'ai connu, c'est sur LinkedIn. C'est d'abord sur LinkedIn. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que tu créais beaucoup de contenu à une certaine époque sur le design, sensibiliser les gens. Kesako. Kesako. C'est comme ça que moi je t'ai connu. Pourquoi tu créais ces contenus-là déjà? Et puis, pourquoi on n'a plus les contenus? Pour deux choses. La première chose, j'ai commencé à créer le contenu à cause d'un post que j'avais vu sur LinkedIn aussi. En tout cas, j'ai connu LinkedIn grâce à mon professeur. Faut que je le mentionne, Amos. Et franchement, c'est un grand prof parce qu'il a dit c'est une application sur les professionnels. Donc, on est parti créer notre compte, puis on regardait. Et on avait peur parce que LinkedIn, franchement, il y a les grands chefs là-bas. Du coup, c'est difficile de prendre la parole. Maintenant, il y a vu un post passer sur le design où la personne disait qu'elle voulait un logo similaire à celle de son ami. Et moi, ça m'a intrigué parce que de ce que je sais, puisque je me questionne sur le métier, il faut préciser que quand j'étais à ESMA, pendant que tout le monde voulait faire du graphisme dans les pubs, moi, je voulais faire que l'identité visuelle. C'était la seule chose qui était dans ma tête. Et du coup, puisque c'est un sujet qui me passionne, je connais des entreprises comme Ramochon, je regarde leurs travaux, tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas normal de dire ça parce que chaque produit est unique. Donc, j'ai fait un post. Et en fait, les gens ont apprécié. Il faut préciser que le post est rempli de fautes. Les gens ont apprécié. Franchement, avec un design de quelqu'un qui est en train d'apprendre, franchement, au départ, mais les gens ont beaucoup aimé. Le deuxième post, ils ont aimé. Et j'ai aimé créer du contenu. Il n'y avait pas de stratégie derrière, mais il y avait une idée. C'est que les gens qui
qui vont certainement voir mon talent sont sur LinkedIn. Oui. Et c'est un moyen pour moi aussi de hacker le game, comme on dit. Pas passer la même trajectoire, aller en agence, faire de la pub, Oui. alors que c'est pas ce que je voulais. Oui. J'ai trouvé une autre option et c'était Internet. Il fallait l'utiliser à bien. Donc, j'ai créé du contenu. Et j'avais que ça à faire, j'avais beaucoup de temps. Et franchement, il faut dire que beaucoup de choses sont passées sur le réseau. J'ai eu des premières collaborations avec des clients. Et quand je recevais de l'argent, j'étais tellement content que j'achetais encore de quoi continuer à créer, c'est-à-dire le nouvel ordinateur, acheter des livres sur le sujet. Et je veux dire que ça m'a aidé à me développer, quoi. Voilà un peu. Donc, maintenant, pourquoi aujourd'hui on poursuit parce que Canary est énergivore. On comprend. Je dis qu'on va revenir sur Canary parce que je vois un peu les travaux et je sais qu'il y a du lourd. On va revenir dessus et voilà. Et c'est normal que ça prenne du temps. Cela dit, j'ai cru entendre tout à l'heure que quand tu es sorti et que tu as fait ta première entreprise, la start-up là, c'était un stage, n'est-ce pas? Oui, c'était un stage. Donc, c'était quoi la suite? Est-ce que tu es allé dans une autre entreprise? Tu as dit que tu voulais hacker le game. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé entre entreprises parce que j'ai fait un stage après, c'est transformé en vrai emploi. Oui. Et après, j'ai quitté l'entreprise pour aller, parce que dans mon cœur, je voulais faire l'identité visuelle uniquement. OK. Alors que l'entreprise, j'étais en tant que DA junior. OK. Directeur artistique junior. Donc, c'était essentiellement de la pub parce qu'il faisait aussi de la production vidéo. Oui. C'est pas ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était faire des trucs. Et en fait, j'ai remarqué qu'avec LinkedIn, j'avais commencé à avoir des freelances. OK. Et spécialement dans le domaine dont je parle tout le temps, logotype, identité visuelle. Donc, j'ai dit, mais LinkedIn, c'est la porte. OK. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai eu aussi un autre contrat avec une entreprise qui est en France qui m'a proposé d'être encore DA, mais cette fois-ci, on te laisse te concentrer sur la partie identité visuelle. Et c'est là que, franchement, les choses ont commencé à s'enchaîner. Parce que j'avais cette petite manie de ne pas durer en entreprise. Donc, je faisais autour de 1 an. Et quand ça se passe bien, je passe à une autre étape. Parce qu'au fur et à mesure que je faisais ça, il y avait beaucoup de clients aussi, grâce aux réseaux sociaux, les partenaires. Donc, j'alternais jusqu'à ce que je termine dans une boîte américaine. Et puis, bon, c'est là que Canary est né, quoi. LinkedIn a été, on va dire, le tremplin ou bien le canal que tu as utilisé pour développer ta carrière, quoi. Oui, complètement. Parce que, et aujourd'hui, je me pose la question, je n'aurais pas pu autrement, en vrai. Parce que je pense que pour les créatifs que nous sommes, il ne faut pas, parce qu'avant, il y avait une autre idée de ça, c'est qu'il faut être très bon dans son métier. Je dis, je comprends qu'il faut être très beau, mais il faut être aussi visible et connu pour qu'on puisse savoir ta juste valeur, ce que tu fais. Une chose est sûre, comme on dit, c'est le public qui décide. C'est ça. Donc, si tu arrives à séduire il faut s'exposer. C'est ça, et répondre aux besoins, donc continuer à te... Et franchement, je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que ça n'aurait pas été ça, je serais dans une agence en train de faire du graphisme. C'est une affiche que je n'aime pas du tout. Toute ma vie, quoi. Mais c'est quoi le momentum entre le moment où tu as quitté l'école, tu as fini ta formation et ton premier job, ensuite et Canary, on va dire. Je vais prendre ça comme ça. Entre quand tu as fini et Canary aujourd'hui. OK. En fait, après l'école, donc on va dire pendant que j'étais à l'école. Ça fait combien de temps aujourd'hui? 5 ans. Hein. 5 ans? Oui, 5 ans. Canary aujourd'hui a bientôt 3 ans. Oui. Maintenant, avant Canary, on va dire, on va comptabiliser 4 ans comme ça. OK. Donc, l'école, je l'ai terminée en 2019. Donc, quand on calcule, mais j'avais commencé déjà à travailler avant que j'y étais, etc. Donc, quand on calcule aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, en fait, Canary vraiment est né vers la fin. Vers la fin. On va dire mon exploration. Pourquoi? Parce que j'ai terminé dans une boîte américaine, comme je le disais. En temps, j'ai changé de direction. Ce qui se passe avec moi, c'est que je suis à fond sur un sujet. Oui. Et quand j'ai trouvé un autre qui me plaît, je laisse lancer. Coupable. Et à l'époque, c'était l'identité visuelle. Franchement, j'ai évolué jusqu'à j'ai découvert l'UX. Et vraiment, pendant que je faisais encore les identités visuelles, tout ce que j'ai gagné, je finançais pour étudier l'UX. J'ai eu même des certifications à interaction design, etc. Et c'est vers la fin que j'ai obtenu l'emploi dans l'agence aux États-Unis, où j'ai fait 1 an, 6 mois en tant que lead UX. Et quand j'ai terminé ça,
dans cette même période-là, c'est là que j'ai un de mes clients. Oui. Voilà, un de mes clients à l'époque, et c'est un Béninois aussi, ça s'appelle 27, qui m'a dit qu'il a un projet Canary. Et c'est une sorte de start-up de dev qu'on doit créer. Donc, j'ai travaillé sur l'unité visuelle, il a aimé. Et il est parti. Et après, il est revenu, il m'a dit, mais Sam, tu ne veux pas créer une entreprise? Et il dit non, concrètement et honnêtement, non, parce que c'est ce que ça signifie. Franchement, c'était compliqué. Mais finalement, on s'est aligné sur l'idée. On va créer une entreprise qui fait du design et de la tech. Et après ça, j'ai trouvé nécessaire de quitter la boîte américaine, même si j'avais vraiment de très, très bons standards pour ouvrir Canary. Et cette fois-ci, on a continué l'aventure jusqu'à aujourd'hui. OK. Tu quittes la boîte américaine, tu ouvres Canary. Ce que je voulais faire ressortir tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, en 6 ans, d'accord, tu finis en 2019 l'école, même si tu commençais à travailler. Donc, on va dire 6 ans, 2019 à 2024. Non, c'est 5 ans. Oui, c'est 5 ans. 5 ans, oui, c'est ça. Donc, tu commences par travailler et tout. Tu utilises LinkedIn comme, on va dire, un tremplin ou un propulseur, un catalyseur. Tu montes ta boîte qui a 3 ans aujourd'hui et qui travaille pour, on va dire, moi j'ai vu un peu le portfolio, j'ai vu les entreprises avec lesquelles vous travaillez, consorts et tout. Comment tu te sens aujourd'hui? Si en 5 ans, si tu réalises ça en 5 ans. Franchement, je ne sais pas comment je me sens. Ce qui est sûr, en fait, la position aujourd'hui que j'ai, c'est que tu as l'impression que tu n'as jamais atteint le niveau. C'est-à-dire que c'est quand tu regardes en arrière que tu vois que tu as fait du chemin. Oui. Mais tu as l'impression de ne jamais atteindre encore le niveau. Oui. Mais il y a une chose dont je peux être vraiment fier et aussi avoir beaucoup de gratitude envers Dieu parce que je suis bien d'accord que ce n'est pas un scope, ce n'est pas une évolution qui est vraiment, on va dire, anodine. C'est quelque chose qui se passe tout le temps. Je ne pense pas. Il y a beaucoup de l'apport de Dieu pour moi parce que je suis croyant. Mais il y a aussi beaucoup de choix parce que à chaque fois que j'étais confronté à quelque chose où je devais faire un choix, je choisissais ce qui résonnait le plus dans mon cœur. Ce n'était pas forcément, je suis dans une bonne position, pourquoi quitter pour aller dans cette position? Quand j'ai commencé l'UX design et qu'il fallait laisser l'identité visuelle, j'étais prêt à 100%. Au point où aujourd'hui, je n'utilise plus les mêmes Photoshop, je n'ouvre plus Illustrator. Vraiment, j'ai changé de scope, quoi. Donc, je me sens vraiment content de ce qui se passe, mais j'en veux plus encore pour l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans ce qu'on propose, quoi. On a souvent tendance à analyser. Quand, par exemple, on fait le choix de dire, moi, je vais aller au point Z, je dis n'importe quoi, ou je vais aller au point H, ça veut dire qu'on a quitté le point A. Donc, on évolue. Quand on se retrouve au point D ou au point F, on regarde devant, on se dit, mais il y a encore du chemin. Mais on oublie qu'on a quitté le point A, en fait. On a fait du chemin. Et donc, parfois, il faut se poser, regarder aussi, savourer, ne pas se contenter, comme le dirait un philosophe béninois. Le contentement commence à la frontière de l'avidité. Donc, si tu commences à être avide, tu peux te contenter, mais pour l'heure, tu ne te contentes pas. Mais il faut prendre le temps de savourer aussi, de faire ce truc-là. Effectivement, Moi, je disais, oui, je connais Canary, je sais les clients, consorts et tout, mais j'ai oublié que tout le monde ne le sait pas. Donc, je vais te laisser présenter Canary, dire les clients avec lesquels vous travaillez, consorts et tout. OK. Canary, c'est une entreprise de technologie et de design cofondée par moi, Ben7, Wanou et Paul William. Donc, on a 3 départements spécifiques, design, technologie, donc technologie en tant que développement d'applications, logiciels, IA, et puis motion design. Donc, on va dire que les trois domaines de Canary, c'est ce qui reflète nous qui sommes les dirigeants. Parce que moi, j'ai spécialisé design, Ben7 spécialisé tech, et puis Paul motion design. Donc, on a recruté des équipes pour ça. Aujourd'hui, on est autour d'une 20aine. Et on travaille avec des clients essentiellement en France. Et puis en Europe, peut-être que le plus gros client que nous avons aujourd'hui, c'est Vinci. J'ai vu ça. On développe des Félicitations. Et puis on essaye d'avoir d'autres clients aussi, franchement, mais on va dire l'essence même de nos clients sont en Europe. OK. Tu as énuméré 2 éléments qui sont très intéressants pour moi. J'avais commencé à en parler tout à l'heure, c'est 3 ans. Canary a 3 ans. Ta carrière aujourd'hui, vraiment dans le truc là, c'est 5 ans environ. En 5 ans, tu arrives à bâtir ça. Comment est-ce que tu arrives à te
à voir ça, c'est pour ça que je t'ai demandé comment tu te sens, à voir ça, à faire ça en 5 ans, et à voir qu'à côté, il y a beaucoup de milliers, on va dire, dans la sous-région, en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région, des gars qui ont de gros diplômes, qui ont fait des études, qui ont fait trucs là et tout, mais aujourd'hui se retrouvent diplômés sans emploi. Comment est-ce qu'on règle cette situation selon toi? Ok. Donc, précisément, quand j'analysais ça, je crois que j'ai discuté avec beaucoup de gens sur le sujet. Oui. Je pense que, effectivement, il y a, et ça c'est clair pour moi dans mon esprit, je ne pense pas être le meilleur. Oui. Voilà, et je pense pas être le plus intelligent aussi. Mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, le problème aujourd'hui de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on recherche une validation grâce aux moyens de l'école et on s'arrête sur ça pour prouver qu'on est compétent. C'est-à-dire, si on lance une offre d'emploi et on dit on cherche des gens qui ont du master, tous ceux qui viennent dans du master, donc c'est annulé. Donc, ils vont demander, mais ok, tu parles anglais? Oui. Toi, tu parles anglais? Non. Ok, on prend lui. Ils vont chercher toujours à ajouter quelque chose de plus à votre diplôme pour pouvoir vous caler par rapport aux autres. Et en remarquant ça, on se rend compte qu'au-delà même du diplôme, la compétence que nous avons, si on arrive à la démontrer, c'est-à-dire à partir de ce moment uniquement, on n'a plus besoin de faire toutes ces choses à côté. Tu te poses au même niveau. Tu dis, OK, bon, vous avez un master, vous tous. Mais moi, par contre, je n'ai pas un master. Mais ce métier-là, je l'ai fait. C'est-à-dire que voilà ce que j'ai réalisé, j'ai produit pour ce métier-là. Donc, même si je n'ai pas ça, j'ai les expériences nécessaires pour régler tel problème. Et quand le recruteur, il voit ça, il voit une différence. Il voit qu'effectivement, il a prouvé qu'il est bon, parce que c'est l'objectif de cet entretien. Et moi, pour moi, je pense qu'il faut que beaucoup de gens comprennent qu'au-delà des diplômes, il faut pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mais on se limite à nos diplômes, on se limite aussi à ce qu'on a appris à l'école et puis on attend à avoir un emploi. Donc on doit prouver qu'on a un emploi. J'ai eu des propositions et aujourd'hui, je continue d'en avoir. Cette semaine, j'ai eu une proposition, beaucoup de propositions où on me demande de revenir en tant qu'employé. Et ils veulent que je rentre en tant que... parce qu'ils ont entendu que c'est Samuel Ago. Mais ils ne me connaissent pas. Le nom a précédé. C'est parce que peut-être j'ai utilisé les réseaux sociaux pour mettre en avant ce que je sais faire. Donc, je précise encore qu'il y en a, il y a plein qui sont très bons. Mais ce problème-là, de mettre en avant aujourd'hui ces compétences, ça bloque aussi vis-à-vis de l'emploi. Donc, on leur demande beaucoup de validation. Apprendre l'anglais, le chinois, l'allemand, tout ce que tu dois apprendre qu'on puisse te considérer. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Imaginons alors que toi, le gars, il essaie, parce qu'une des causes, selon moi, du chômage, oui, les gens n'arrivent pas à se démarquer, à avoir des compétences, et ainsi de suite. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des domaines, il y a des secteurs dans lesquels il y a moins de demandes. Tu disais tout à l'heure que vous avez une équipe, vous avez 20 collaborateurs, par exemple. On va revenir dessus. Mais j'imagine que vous ne cessez pas de chercher à recruter. Tu vois, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ne cessent de dire « Ah, j'ai besoin d'un designer, j'ai besoin d'un développeur, j'ai besoin d'un community manager. » Mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres diplômes dans des domaines où c'est saturé, on va dire. Mais comment ils font? Qu'est-ce qui se passe selon toi? Ça, c'est un problème que je partage. Je partage beaucoup ton point de vue. Je ne sais plus aujourd'hui c'est quoi la position. Est-ce qu'on peut affirmer cette position-là? Parce que pour moi, il y a on se concentre un peu trop sur certaines facultés ici en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut être docteur ou bien il faut être comptable. Il y a trop de comptables dans le pays, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent à compter. Mais en fait, pour être plus sérieux, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est plus que déterminant de faire beaucoup de recherches sur ce que les gens recherchent. Enfin, ce que les recruteurs ont besoin aujourd'hui. Avant cela, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on aime le plus. Je pense que, pour moi, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a des secteurs, c'est vraiment évident, qui n'ont pas besoin aujourd'hui de beaucoup de main-d'œuvre. Pendant, il y en a tellement. Et quand c'est comme ça, pour ceux qui connaissent les lois des produits, on casse... voilà. C'est ça. Voilà. L'offre et la demande. Et c'est la demande qui conditionne l'offre, en fait. Tu vois, s'il n'y a pas de demande, on va casser. S'il y a trop d'offres, on va casser. Donc,
Voilà. Ça devient très compliqué de trouver vraiment sa place. Et dans le cas où la personne veut vraiment exercer dans ce domaine-là, il faut qu'elle aime vraiment ce domaine-là. Oui. Comme ça, elle n'apprendra pas ce domaine-là comme n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes, on les a conseillé d'aller là-bas. Ils n'ont pas la même énergie que quelqu'un qui va parce que sa vie en dépend, il ne sait pas faire autre chose. Donc, ça pose un problème et aussi un questionnement pour que tous les candidats se demandent clairement lorsqu'ils sont au lycée, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et est-ce que je suis prêt à qu'on me dise qu'il n'y a pas de place pour moi. Parce que pour moi, je ne me suis pas projeté sur le fait qu'on dit qu'il n'y a pas de place. Je dis que je fais design. Si ce n'est pas design, je ne sais rien faire. Et du coup, j'apprenais le design plus que les autres, en fait, entre guillemets. Je ne suis pas en train de faire une concurrence, mais j'étais prêt à me documenter, à lire des livres, même à l'école, les professeurs ont senti la différence par rapport aux autres. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce que est-ce que j'aimais le plus. Et ça fait que ça se montre clairement. Donc, même si tu veux rentrer dans la comptabilité, qui a plein de comptables, si tu apprends la comptabilité, vraiment de tout ton cœur, de toute ton énergie, tu auras forcément un avantage. Mais il faut comprendre que les candidats doivent faire beaucoup de recherches. Parce qu'aujourd'hui, il y a des métiers, j'ai lu un article où on disait que les métiers qui vont être faits en 2030 n'existent pas encore. N'existent pas encore. N'existent pas encore. Est-ce que tu vas encore refaire les mêmes facultés pour attendre et pour espérer rentrer? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça c'est un fait, c'est que le barreau, le CAPA plutôt, c'est l'examen qui permet aux gens de devenir avocats. Ça fait des années aujourd'hui, c'est pas ouvert. Ah oui? Oui, des années, c'est pas ouvert. Ça veut dire que tous ces étudiants qui voulaient rentrer pour devenir avocat, aujourd'hui, ils ont dû trouver d'autres solutions. Wow. Donc, ça m'étonne qu'il y ait aujourd'hui des étudiants qui veulent être avocats, mais qui n'ont pas encore compris la situation, ou ils ne se sont pas questionnés. Il y en a plein qui ne savent pas qu'effectivement c'est fermé. À la fin, ils se rendent compte qu'on ne peut pas faire ça. Mais c'est quoi l'option 2? Si on ne peut pas faire ça, on ne se projette pas aussi. Et ça, je pense que c'est un problème aujourd'hui pour nous, pour les jeunes. Il n'y a pas beaucoup de recherche. Mais ça, ce que tu viens de dire, depuis des années, tu finis les études. Tu trouves une autre solution. Waouh! Waouh! Tu trouves une autre solution. Waouh! C'est la réalité. Je le sais parce que aujourd'hui, ma femme, elle est juriste. Elle me donne les informations sur le sujet. Elle voulait être avocate, mais là, elle va passer, elle est en train de finir l'école de magistrature. Parce qu'effectivement, le problème s'est posé. Donc, il faut trouver une solution B. Mais il faut que ça se pense. Je veux dire que si c'est ce que tu veux faire, il faut que tu envisages ça à long terme. Mais et si tu ne sais même pas que ça existe, comment tu peux te positionner dans le système? En tout cas, franchement, je pense que la recherche est très importante pour les candidats. Ça permettra aujourd'hui de diminuer le nombre de sans-emploi. Oui. Mais au-delà de la recherche, qui est quelque chose qui doit a priori se faire en amont, en tout cas dans le cadre où on est en train de parler, c'est quelque chose qui se fait en amont avant même d'amorcer la filière et tout au long. Pour quelqu'un qui est déjà, on va dire, dans la situation, un peu comme tu as dit, par exemple, il a fini ses études de droit, bon, pas fini, mais il est en fin de cycle, il ne peut pas passer. Pour cette personne-là, comment elle fait selon toi? Et des millions d'autres personnes qui ont, on va dire, un master en ci, qui ont un diplôme en cela, ils ont plein de diplômes, et c'est très bien, tu vois, c'est très bien. Mais aujourd'hui, vu que tu n'as pas d'alternative, tu n'as pas de débouché, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Moi, j'ai un avis dessus simple, c'est que je me dis, quand on est dans une situation où on est faible, il faut s'associer à des gens qui sont forts. Ça c'est fort, ça c'est fort, il faut répéter ça. Quand on est dans une situation où on est faible, il faut s'associer à des gens qui sont forts. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, s'il y a un problème dans ce cas-là, quels sont les autres domaines qui ont la force? Je veux être avocat. Je ne peux pas être avocat. Quels sont les autres domaines qui réussissent? Il y a le digital. Est-ce que je vais devenir digital manager? Pas forcément. Mais est-ce qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui va permettre à mon domaine d'allier un autre domaine pour créer quelque chose qui n'existe pas? Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Par exemple, on a travaillé sur un projet en France qui est de l'ordre de Légifrance qui devait collecter toutes les décisions de justice faites en jurisprudence pour que les avocats puissent fouiller les décisions, voir des cas similaires, aller défendre chercher les jurisprudences et consorts. Et ça, c'est quelqu'un qui est dans le domaine, qui peut penser à ça. Nous,
gars de tech, on s'en fout. Même si le gars de tech pense à ça, en réalité, il faut quelqu'un du métier pour donner comment est-ce qu'il faut l'implémenter. Voilà. Effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut le faire si on se documente sur l'environnement et sur la porte de sortie. La porte de sortie n'est pas forcément un emploi. Et c'était ça qui est bloquant. Tout le monde veut avoir un emploi et quand il n'y a pas de travail. Mais s'il n'y a pas de travail, bon, je ne veux pas laisser ça. Pour ça, je dis qu'il faut aimer ça. Je ne veux pas laisser ça, mais je veux réussir dans ça, mais il n'y a pas de travail. Quelle est l'autre option qui se pose? Est-ce qu'on ne peut pas créer une application sur ce sujet-là? Ça peut pas être même une application. Est-ce qu'on peut pas créer une IA? Pourquoi il y a ChatGPT, il n'y a pas Chat avocat? Bon, en fait, je veux dire, je parle beaucoup de juristes, mais ça s'applique à tous les métiers. Aujourd'hui, on parle beaucoup de healthcare, les applications liées à la santé. D'ailleurs, avec ton projet que tu as développé au Bénin, il y a tellement de possibilités si on s'appuie sur des secteurs qui sont forts pour transformer le game. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une chose à se dire qu'on peut hacker le game. Pour moi, on peut changer la vision des choses, on peut changer les tournures par d'autres approches. Si on se pose vraiment la question de est-ce qu'on aime le métier, est-ce qu'on ne va pas forcément changer de métier? Parce qu'on peut changer de métier aussi parce qu'on le dit, mais il y a beaucoup de gens qui sont social media managers aujourd'hui. Et c'est en train d'être saturé aussi. Il y a plein qui vont être designers bientôt parce que lui qui sait que ça marche. Et quand c'est comme ça, toujours comme un produit, on vient de le dire tantôt, quand ça a son pic, il y a des choses qui vont se casser. Ceux qui sont déjà en avance vont gagner, ils vont maîtriser le terrain. Et ceux qui vont venir en arrêt, s'ils appliquent les mêmes techniques, ça va être compliqué. Donc, il faut trouver toujours le moyen, même si on est au dos mur, où on est dans une situation très compliquée, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour garder ce qu'on a parce qu'on l'aime. C'est ça qui sera le moteur. Sinon, on peut faire tout ce qu'on veut, ça n'a pas forcément réussi. Et comment on peut associer ça à autre chose pour devenir meilleur? Pas forcément avoir les compétences, mais il y a forcément un moyen de créer quelque chose qui va faire que tu vas faire ce que tu aimes, mais autrement, quoi. Ouais, moi, j'adore ce que tu dis là. Si on doit résumer ça, c'est ne pas se dire que la solution, c'est forcément de changer de métier. Effectivement. Si on a de l'affect pour son métier, on peut faire truc là, on peut penser à transformer son métier. Effectivement. Et voir le digital, l'univers technologique comme un médium qui peut transformer tous les métiers, en fait. Tu vois? Et ça me fait penser à une réflexion que j'ai souvent eue. Et nous aussi, ici, à Beyond Podcast Studio, on a aussi cette réflexion-là de se dire, pourquoi est-ce que les professionnels... Moi j'ai du mal, j'ai du pincement au cœur, par exemple, en sachant que des gens peuvent, on va dire, créer du contenu pour du divertissement, qui est bien, hein? On a besoin de divertissement, ça c'est excellent, moi-même je consomme du contenu. Donc les gens peuvent créer du contenu pour du divertissement et se faire et gagner très bien leur vie avec. Et ça c'est une très bonne chose. Voilà, ils ont hacké le game. Mais pour quelqu'un qui a fait une étude, il est comptable, il est fiscaliste, il est avocat ou juriste, tout ce qu'on veut, a fait une étude, a des compétences, a un savoir-faire. Pourquoi est-ce que lui ne créerait pas du contenu d'éducation, d'information pour également plier le game? Effectivement. Il y a une personne que je suis sur les réseaux sociaux, c'est un banquier qui parle de banque et de finance. Et c'est tellement un domaine qui est beaucoup caché avec les thèmes trop compliqués qu'on a l'impression qu'on ne peut pas toucher le domaine ni avoir des informations. Lui, en créant du contenu sur comment obtenir des financements, les stratégies des banques, ça nous permet de visionner un peu l'écosystème dans lequel on est. Et ça permet aussi à lui d'avoir une renommée. Et par derrière, ça lui permettra certainement d'avoir d'autres options, une porte de sortie. Même un emploi, même des gens qui vont le solliciter. Effectivement. Et qui vont le solliciter, ils ne vont pas demander à tu as eu quel diplôme. C'est ça. Très bon. C'est ce qu'on dit. Ouais. Donc, on a besoin de toi. Donc, quelque part, effectivement, il ne faut pas forcément danser sur TikTok comme tout le monde. Parce que si tout le monde danse, il y a un problème. Le pic, le fameux pic. Il faut trouver toujours comment les éléments que nous avons peuvent nous permettre de changer la situation. Je reviens à moi parce que je voulais être brand identity designer, donc identité visuelle. Je voulais créer des identités visuelles parce que dans le design, il y a plusieurs départements. Il y a la partie pub, ce qu'on connaît, les affiches publicitaires. C'est pas ce que je voulais. C'est ce que les gens aiment beaucoup, mais c'est pas ce que je voulais. Et je savais que le contexte ici fait que, parce que j'étais dos au mur aussi, le contexte fait que tous les créatifs que je connais sont dans les agences.
À l'époque, on disait si tu n'es pas passé dans une agence, tu n'es pas très bon. Ouais. Il dit, je ne suis pas d'accord, non. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Et ça, on transmet de mauvaises informations aux gens. Ouais. Donc, j'ai décidé d'utiliser quelque chose qui était en ma faveur. C'était Internet. Parce que je ne connais pas de personnes dans le domaine pour avoir des... Mais j'ai Internet. Et si Internet, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, je n'aurai pas de clients, mais j'aurai des clients peut-être en France. Et ça, en fait, ouais, là, on est en train... tu me tends une perche, en fait. C'est que il faut que les gens commencent par voir le monde ou le marché de l'emploi ou du travail comme un marché global. Nous sommes dans un monde globalisé. Le marché du travail et de l'emploi aussi est un marché globalisé. Tu parlais tout à l'heure, tu as des clients aux États-Unis ou tu as travaillé pour une entreprise aux États-Unis. Mais est-ce que tu vivais aux États-Unis? Non. Tu vois? C'est ça qui est incroyable parce que moi, j'ai connu le remote grâce à ça. Ouais. Mais qu'ils ont envoyé la fiche de salaire, j'ai regardé. Je me dis, mais si tu te déplaces, pourquoi on va te payer ça? Pour ça, là, il fait 10 métiers en même temps. Oui. À l'époque, vraiment, j'étais choqué. J'ai raconté ça à tous mes parents. Ma maman a dit, il faut te calmer, il ne faut pas parler beaucoup. Franchement, c'était énorme pour moi. Ouais. Parce que j'ai trouvé le moyen de changer mon quotidien. Et quand tu trouves le moyen de hacker le système, ça revient vers toi et ça te permet d'apprendre encore plus. Ouais. Ça t'ouvre l'esprit sur beaucoup d'opportunités. Donc aujourd'hui, même avec Canary, on n'est jamais dos au mur simplement parce qu'il y a toujours une porte de sortie qui est à côté de nous. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit utiliser. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui, et ça c'est un problème, se contentent à apprendre que leur métier, quand ils finissent, ils ferment leurs livres ou bien ils lisent que dans le secteur. Ils n'essayent pas de voir une autre solution vis-à-vis de cela. Je pense qu'il faut vraiment utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Je parle d'Internet, mais je parle de d'autres outils aussi, la communication avec des gens, réseauter, discuter avec des gens, être ouvert. Dans le domaine des créatifs, ils sont beaucoup fermés de nature. Ouais. Et il y a une image qu'on lance, tu as l'impression que c'est comme ça ils sont, mais c'est pas comme ça ils sont. Les nerds. On leur dit que c'est comme ça ils doivent être. C'est-à-dire que tu dois faire des dreads. Si tu ne veux pas des dreads, tu n'es pas créatif. Moi, je connais des très bons créatifs comme toi, comme moi, qui ne font pas des dreads. Ouais. On leur dit qu'il faut être associé, il faut rester dans ton coin, pas parler beaucoup, il faut t'éteindre. Et il s'éteint, mais il souffre dans son coin. Ouais. Il faut prendre des réalités, c'est-à-dire il faut utiliser les outils qu'on a pour pouvoir se développer. Et si une manière ne marche pas, une autre marchera. Je disais à un ami tantôt que nos grands frères à l'époque, designers, disaient aux petits que ne faut pas faire du bruit, reste dans ton coin, reste dans le noir. Ouais. C'est un bon conseil. Ouais. Mais tu ne peux pas dire ça aux petits pendant que toi, tu as du réseautage. Ouais. Tu as travaillé dans 4 agences. C'est tu ça. connais plusieurs personnes. Si tu restes dans ton coin, les marchés viendront à toi. Le petit s'éteint quand il meurt. Ouais. Ça, c'est fort. Il faut dire aux gens clairement ce qui se passe. C'est que tu as besoin d'avoir des contacts avec des gens. Ils ont besoin de voir ce que tu fais pour te donner des marchés et pour que tu puisses te développer. Et du coup, on ne dit pas de faire comme les autres ou parler sur les réseaux. On dit d'utiliser l'outil pour pouvoir se développer. Moi, personnellement, comme tu l'as dit, on consomme tous des contenus divertissants. On regarde des choses, on rigole sur Internet, mais jamais je vais produire du contenu divertissant. Ouais. Si j'ouvre ma bouche, c'est pas les designs. Si c'est pas ça, je me tais. Ouais. Parce que c'est le seul secteur que je crois que où je peux m'exprimer. Ouais. Donc, c'est important de faire la part des choses. C'est-à-dire que, par exemple, parler sur les réseaux sociaux, c'est pas s'afficher. C'est essayer d'avoir une visibilité. Sinon, par exemple, personne ne sait qu'aujourd'hui, si je ne disais pas sur Internet, ils n'ont jamais su que j'allais me marier. Si je ne dis pas sur Internet, ils n'auront jamais su que j'avais telle ou telle chose. Donc, je pense qu'il faut savoir ce qu'il faut donner, il faut savoir ce qu'il faut garder. C'est important de faire la part des choses en tant qu'étudiant, d'utiliser les outils que nous avons. Il ne faut pas se priver. Non, moi, je ne fais pas ça pour ressembler à ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut utiliser tout ce qu'on a intelligemment pour pouvoir se développer. Ouais. Je pense que tu as énuméré un certain nombre de choses, notamment ce qu'on dit souvent en design, il faut avoir de l'affect pour le problème qu'on veut régler. Et quand on a de l'affect pour le problème et non pour la solution, on sait que 1000 chemins mènent à Rome. On sait que si la solution A ne marche pas, il faut aller vers la solution B. On sait qu'il faut expérimenter tant qu'on est convaincu que c'est ce problème qu'on veut résoudre. Et tu as entièrement raison sur ce point. Tu as beaucoup martelé le fait qu'il faut se servir des outils. Et un des outils dont tu as parlé d'Internet.
Mais de façon concrète, on va commencer par Internet et peut-être tu nous parleras d'autres outils parce que pour moi j'ai l'habitude de dire que pour moi personnellement, il y a 2 choses qui ont changé ma vie. Sinon, moi, à la base, je suis un raté. Donc, tu as parlé de toi tout à l'heure. Moi, à la base, je suis un raté. Mais 2 choses ont changé foncièrement ma vie. C'est ma rencontre avec Internet et puis la lecture. Tu vois? Je partage. Je partage l'idée. Tu vois? Donc, à partir de ce moment, comment est-ce que toi, tu as utilisé Internet au-delà de LinkedIn et consorts pour... quand tu utilisais LinkedIn, c'était plus pour montrer ce que tu savais déjà faire. Mais comment est-ce que tu as construit ce savoir-là? Faut dire la vérité. Pendant que je partageais, j'apprenais. OK. C'est-à-dire, c'est ça qui est la force de la... En tout cas, pour moi, il paraît que la meilleure façon, en fait, d'apprendre quelque chose et de l'assimiler, c'est de le partager. Effectivement. Ouais. Effectivement. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vas parler sur Internet d'un sujet. Les personnes qui sont sur Internet, il y en a qui sont juniors, il y en a qui sont seniors. Si tu te trompes, on va te taper. Et ils m'ont beaucoup tapé sur des sujets. Il y avait beaucoup de sujets où je l'emportais. Oui. Mais je me suis dit, mais prochainement, il ne faut plus que ça se passe comme ça. Il faut vraiment t'assurer que tu sais de quoi tu parles sur le sujet. Et ça donne l'envie de lire des livres. J'ai compris que pour devenir professionnel, on dépasse l'étape de tuto. Merci. Amen. On ouvre les livres. C'est ça. C'est vrai que dans les livres, il n'y a pas d'outils, mais il y a tout pour développer l'intellect. Condensé, c'est beaucoup plus détaillé. C'est beaucoup... La manière de penser. C'est ça, ouais. Et j'ai compris qu'en fait, je regarde une tuto d'1 heure, je répète ce que le gars a dit, après, il ne sait plus. J'ai fait mais tu n'as pas la méthodologie, tu n'as pas... Ouais. Mais en lisant, j'ai compris que mais ce qu'il fait, c'est lié à un fait historique. Par exemple, la différence d'évolution, par exemple, de design intérieur, il y a des dates. En lisant beaucoup de sujets. Et j'ai entendu des gens dire que moi, j'aime pas lire, etc. Je lui dis, ça prouve dans quel niveau tu te trouves. C'est-à-dire, si tu ne lis pas beaucoup, c'est que tu as encore niveau tuto. Voilà, c'est ça. Donc, prends ton temps. Ça va arriver au moment où tu dois lire. Parce que ceux qui dirigent les grandes entreprises ne vont pas tout le temps mettre leurs mains sur les couleurs. Ils vont faire du management, même dans nos domaines, etc. Et la lecture aide à pouvoir comprendre les choses plus rapidement, ouvrir l'esprit et trouver des perspectives. Et créer vraiment. J'ai lu un livre qui a changé pour moi beaucoup de choses. Merci. J'allais te poser la question de te demander quel est le livre qui a changé, qui a été le... Il y a eu plusieurs livres, mais il y a un livre essentiellement dans le domaine du design d'Austin Kleon, Still Like an Artist. Voler vraiment. Avant, on ne vole pas, pas voler les gens. J'ai appris à voler fortement. Et j'ai compris que voler, dans le thème voler, c'est tirer l'idée et puis créer quelque chose de différent à partir de l'idée, c'est l'inspirer vraiment. Faire une différence entre l'inspiration et puis le vol. J'ai appris que tous les grands créateurs passaient par là. J'ai compris que la réussite, même, c'est un schéma. C'est-à-dire que si tu me vois réussir, tu peux t'en inspirer et faire autrement. Et moi, je fais sur LinkedIn. Toi, tu peux le faire sur, je sais pas, stand-up ou bien réseautage. Mais c'est le même concept. Et depuis que j'ai compris ça, ma manière d'aborder le design change. Ma manière même de produire des travaux pour des clients change. J'ai pu faire le gros processus pour arriver à la finalité et dire, allez, on prend un raccourci, on arrive, on crée, on change, on refait. Et on arrive à un résultat plus efficace. Avec l'évolution de l'IA et avec ce que j'ai lu, j'ai compris qu'effectivement, les humains cherchent à avoir un résultat efficace avec le minimum d'efforts. C'est ça le dernier niveau de la productivité. Mais si tu ne lis pas, tu ne vas pas comprendre. Tu vas que non, mais l'IA veut nous changer, l'IA veut nous rendre à la poubelle. Effectivement, l'IA fait des choses que tu fais. Mais si tu vois cette approche-là, tu ne pourras pas te développer vis-à-vis de cela et tu seras fermé. Pour moi, c'est ça le problème aujourd'hui. Et il faut que beaucoup de personnes qui sont dans le domaine comprennent la lecture est très importante, mais la lecture sur beaucoup de sujets, pas forcément dans son domaine. Moi, je pense qu'un jour, je vais essayer de faire un top 3 personnel. Oui, on va s'amuser à faire ça. Amusons-nous à faire ça. Moi, mon top 3 de livres qui ont changé mon mindset, d'accord, c'est pas dans l'ordre, hein, mais un, il y a Rewalk. Rewalk. 2, il y a Tous Winners de Malcolm Gladwell. 3, il y a Power. À un moment où
tu pensais être un robot, l'homme le plus fort de la Terre, tu peux veiller des jours, tu réfléchis comme un truc là. Il y a plein d'autres livres, hein, mais les 3 là, si je devais choisir 3, c'est un livre qui m'a, on va dire, changé mon mindset, mon approche. J'étais freelance, donc voilà, donc j'étais très content de ce que je faisais, donc voilà, ça change mon approche tout de suite. Tous Winner m'a apporté, on va dire, un peu de recul sur les logiques du succès. C'est comment est-ce que les gens réussissent, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens réussissent. Et ce livre-là, c'est magnifique pour moi, game changer. Et Power, parce que c'est là de la guerre, en fait. Power, c'est là de la guerre, en fait. C'est un mélange oui, parce que moi, j'ai lu plusieurs livres de Robert Greene. J'ai lu Power, j'ai lu Stratégie, j'ai lu Les lois de la nature humaine. J'ai lu, en tout cas, j'ai lu 4 ou 5 livres de Robert Greene. Mais Power et Stratégie, pour moi, sont 2 classiques, tu vois, que tu dois lire. Et ça t'ouvre un peu l'esprit. C'est Sun Tzu, l'art de la guerre revisité avec d'autres éléments, tu vois. Alors, toi, c'est quoi? Moi, il y a un livre qui, parmi tous ces livres-là, Robert Greene, c'est les 48 lois de pouvoir, etc. Mais il y a un livre vraiment qui m'a vraiment touché, c'est L'obsolescence de l'homme. Ah, je ne connais pas. C'est écrit par Edward, c'est un Allemand. Ok, je ne connais pas. En fait, c'est un vieux livre, très vieux livre. Oui. Je suis tombé dessus sur une publication sur Internet et j'ai dit, je veux le livre. Parce que tout ce qui te dit, tu as l'impression que c'est diabolique. Parce que il te dit, par exemple, il y a un passage du livre qui dit que pour ne pas que les hommes se révoltent, il faut réduire l'accès au savoir. Et quand tu lis ça, tu comprends que, en fait, effectivement, c'est ce qui s'est passé à un moment. Et il a écrit en bas pour dire que ça, c'était l'ancienne technique. Maintenant, il faut ouvrir l'accès au savoir. Et submerger les gens. Et créer le divertissement. Submerger les gens. Et comme c'est disponible, ils ne vont jamais y aller. Ouais. Et en fait, ces gens de livres-là font l'effet inverse. Ouais. Ça saute aux yeux et ça te fait comprendre qu'effectivement, tu perds ton temps. En tant que jeune, dans la société, tu perds ton temps parce que tu dois travailler sur d'autres aspects. Tu passes ton temps trop sur TikTok, tu passes ton temps trop sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir bloquer ça. Je ne veux pas donner le conseil de gourou, mais il faut mettre de l'ordre quand même dans les aspects. Et c'est important pour penser à la partie, comment hacker le système. Oui. Si tu es tout en train de t'amuser, à quel moment tu dis qu'il y a un problème dans le game? Tout le monde dit que c'est dur. Donc, c'est dur. Donc, s'il ne réussit pas, c'est pas que c'est normal. Ouais, non, c'est ça. Il y a un problème. D'autres réussissent. Comment tu changes la donne? Il y a de la place. Il y a une vidéo que j'ai lue sur Internet. J'ai regardé en tout cas la vidéo. C'était le mentor de Bob Proctor qui a expliqué que aux États-Unis, on se battait sur le salaire. C'est-à-dire quel salaire il fallait avoir au début. OK. Et d'autres disent $42 par l'heure, d'autres disent $30 par l'heure, etc. L'État voulait $30 par l'heure et tout le monde dit mais $42 par l'heure, tu as tué les gens, etc. Et on a compris que lui, il a expliqué, en tout cas, lui, sa vision des choses, c'est qu'on peut commencer à $10 par l'heure. Ce n'est pas le problème. Mais comment on évolue? Pour lui, même si on commence à $10 par l'heure, qu'on peut évoluer à $100 par l'heure, c'est plus important que... Ouais, que de statuer maintenant sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que sa mentalité fait qu'il va travailler pour créer les ressources pour pouvoir se développer. Et pour moi, c'est ça que les livres m'ont apporté, quoi. Cette manière de repenser les systèmes, créer Canary, même quand j'étais sûr qu'il ne fallait pas le faire, apprendre, parce que le management, je l'ai appris vraiment, quand j'ai créé Canary, parce que diriger les gens, il y a acheté un livre pour diriger les gens. J'ai lu, on dit non, il ne faut pas créer ses employés, il faut utiliser cette technologie. D'accord, en fait. Et c'est comme ça qu'on se développe au fur et à mesure. Je pense que les ressources que nous avons, les outils pour revenir à là, sont des moyens de s'orienter. Il faut les utiliser pleinement. Et ces mêmes ressources peuvent nous divertir, mais peuvent aussi nous éloigner de l'objectif. Il faut savoir que le but, c'est de réussir. Et pour réussir, je pense que tout le monde a l'intelligence. Pour moi, parce que j'avais des professeurs à l'époque qui me traitaient de gars qui n'est pas très intelligent. Et ils avaient raison parce que les moyens démontraient. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus raison. Einstein a dit que si tu juges le poisson à sa capacité à grimper un arbre, il va penser qu'il est fou toute sa vie. Voilà. Voilà.
Ouais. Quand on dit tout ça à quelqu'un, il faut changer de cap, il faut repenser son métier, il faut faire quelque chose et tout ça. Le changement, tu sais à quel point quand tu crées un design, les gens s'habituent à ça, tu veux proposer autre chose, on te dit Joe, tu te calmes tout de suite, on ne veut pas ça. Tu vois, c'est dans la nature profonde de l'être humain de ne pas aimer le changement. Ouais. Comment est-ce qu'on transcende ça? Il y a un dessin animé que j'ai regardé, et c'était en 3D. C'est que c'était le Crud. Donc, ça retraçait la vie des Homo sapiens. Comment ils ont découvert le feu avec des choses qui font vraiment rire. C'est pas très historique. Mais ils se battaient pour fuir des monstres qui voulaient les tuer. Parce qu'on sait que les Homo sapiens, depuis qu'ils sont à l'époque, ils se battent pour survivre. Oui. Et en fuyant avec la famille, ils sont arrivés à un niveau où il y avait au sommet d'une montagne. Et il y avait un brouillard. Ce qui s'est passé, c'est que il y a un d'entre eux qui était convaincu qu'il faut sauter. Maintenant, tout le monde lui dit, mais on ne connaît pas ce qui se passe derrière. On connaît ici, on ne connaît pas là-bas. Il dit, mais où vous connaissez, il y a la mort. Et lui, il a sauté. Et quand il a sauté, il dit que tout est bien s'il venait. Et il y a un qui a voulu sauter. Lui, il a eu des problèmes, mais comme tu connais le dessin animé, finalement, il a sauté par la grâce de Dieu. Mais quand il a sauté, il a vu que derrière était rose. Et moi, quand j'ai regardé cette partie, j'ai tiré un enseignement. En tout cas, si le changement est facile, tout le monde va sauter. C'est pas évident. Et ça fait peur parce que tu ne sais pas ce qui se passera demain. Mais c'est le processus. En tout cas, si tu ne te sens pas correctement à l'aise avec ça. Parce que avant, il fallait avoir ce qu'on voulait. C'est ce qui se passait. Je veux telle chose, j'aurai cette chose. Je veux tel élément, j'aurai tel élément. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément ce que tu veux que tu as. Donc, il faut accepter de faire un compromis sur la situation pour changer la donne. J'ai dit que je suis cofondateur de Canary. Beaucoup pensaient que ça se passe super bien. Et il y a beaucoup d'argent, tout ça. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment le cas parce que Canary se porte bien, ça avance, les gens sont contents. Mais moi, je pense qu'on n'est pas arrivé. Il y a beaucoup de raisons de dire qu'on n'est pas arrivé où je veux. Donc, je veux arriver à ce stade-là. Mais pour arriver à ce stade-là, il y a des changements que je suis obligé de faire. Il y a des choses qui vont forcément se refaire, etc. Il y a des visions qui vont se confronter. Il y a des collaborateurs qui vont peut-être partir parce que c'est plus en phase avec leur vision. Et c'est pas ce que je voulais peut-être au départ, mais qu'est-ce que je dois faire? Et c'est de tirer pour dire reste, pour qu'on puisse réussir. En réalité, je dois pouvoir m'adapter au changement. Oui. Donc, pour toutes ces personnes qui sont arrivées à ce stade-là, je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas évident et au point où même ça peut te mettre dans une position où tu déprimes parce que c'était ce que tu as voulu faire. Mais après, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, moi, je conseille à personne à quitter ce que tu aimes. Mais il faut garder à l'esprit que ce que tu aimes là, tu ne dois pas le faire comme tu l'entends à la limite près. C'est-à-dire que je veux finir avocat forcément. Si c'est la seule option que tu as, tu vas attendre peut-être à l'ouverture des CAPA. Et là, tu dois manager tout un système pour que les gars ouvrent. Qu'est-ce qu'on fait en attendant, en fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Pour amorcer les choses, pour qu'on arrive à ce stade-là. Ouais. Par exemple, les gens qui veulent changer les choses dans le pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le pouvoir. Donc peut-être que tu vas arriver à là. Mais je veux dire qu'il faut trouver un moyen de faire changer les choses. Et ce n'est pas une route linéaire. Souvent, on prend des carrefours. Mais il ne faut pas prendre des carrefours aussi pour aller se perdre. Il faut prendre un carrefour pour revenir au point clé. Et ça arrive chez tout le monde, je pense. Et c'est vraiment quelque chose de personnel. Il faut pouvoir décider à un moment donné que, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que peut-être que je réfléchisse à une autre chose ou à une approche, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Moi, je vais terminer par là pour dire que quand moi, il y a quelque chose qui se répète dans ma vie, je ne comprends pas tout de suite. J'ai fait les erreurs 4 fois la même erreur. Mais à la 5e fois, j'ai dit, mais non, Samuel, ça fait au moins 5 fois que tu vis la même situation. Ça veut dire que certainement, il y a un truc que tu ne comprends pas. Il ne faut plus répéter ça. Réfléchis bien. Il m'assoit, réfléchis. Ma femme me dit, mais toi, tu me regarder là. Le miroir ou bien la fenêtre. Il dit, mais c'est parce qu'il faut que je réfléchisse. Parce que 5 fois, c'est que forcément le problème a un niveau. Donc, s'il fait 15 ans dans une situation, c'est plus l'état. Ouais. Ça date peut-être moins le problème. Ouais. Mais comme on dit, il faut commencer par... On ne peut qu'améliorer ce qu'on a mesuré.
C'est parce que tu fais attention à dire, j'ai fait cette erreur-là, tu l'as noté, peut-être dans un coin de ta tête, tu le reprends, tu fais. Donc, il faut mesurer d'abord, d'accord, noter, et pour s'en rendre compte. Mais si on est dans la vie juste comme ça, je dis, OK, on ne prend pas les choses dans leur globalité et on ne va pas dans les détails pour comprendre pourquoi les choses sont arrivées. Peut-être parce que, peut-être que si tu n'arrives pas à trouver un emploi, justement, je vais revenir sur ton exemple précis par rapport au CAPA. Peut-être que le problème, c'est justement le manque d'informations que tu avais eu. Oui. Genre, je ne parle pas de toi spécifiquement, genre, je veux dire, ne pas avoir l'information et tu te retrouves devant le fait accompli. Là, tu dois pouvoir tirer un enseignement. Tu ne dois pas dire, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'État, c'est l'État qui a fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas devenir avocat. OK, c'est arrivé. Oui, c'est de la faute du gouvernement. OK. Mais quelle est la deuxième personne dont c'est la faute aussi? Peut-être que c'est de ma faute aussi. Je ne me suis pas bien informé avant. Je n'ai pas, au fur et à mesure même de ma formation, je n'ai pas cherché à comprendre comment ça se passait de l'autre côté, tu vois. Et puis, l'enseignement, c'est comment est-ce que je fais pour que ça n'arrive plus jamais? Effectivement. Tu vois? Effectivement. Et ça serait certainement la solution parce que c'est comme une entreprise, il y a un objectif. Comme tu l'as dit, dans la vie de tous les jours suivants, tu ne peux pas te rendre compte que les choses ne vont pas bien. Mais quand tu as des objectifs, tu peux te rendre compte parce que les objectifs te disent si ça marche ou pas. Mais souvent, l'objectif, c'est d'avoir du boulot, mais ce n'est pas vraiment un objectif. C'est pas un objectif. C'est pas un objectif. Et donc, au final, tu ne te rends pas compte. Et tu rentres dans la masse. Le big why, en fait. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Ça marche pourquoi? Non. Et je sais qu'il y a un enseignement qu'il faut également aller chercher, tirer chez les designers. La question des 5 pourquoi. Il faut se poser 5 fois la question pourquoi. Pour arriver à l'essence même du problème. Effectivement. Non, gars, moi, je pense qu'on a eu un bel échange. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à échanger avec toi. Et je te remercie vraiment pour ta disponibilité, d'être venu, d'avoir partagé. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, un message, quelque chose que tu voudrais partager. Et je voudrais aussi demander en termes de perspective. C'est quoi les next steps? On vient d'avoir 5 années reluisantes. C'est quoi la suite? La suite, c'est continuer à faire développer Canary. Parce que moi, en fait, Canary est venu au moment où je veux arrêter le design. Pour écrire peut-être, partager aussi. Parce que moi, je sais que les États-Unis sont les États-Unis parce qu'il y a une trace des dévancés. Pour moi, je pense. Et prêche un convaincu. Même si on n'a pas eu les PhD, tout ce qu'il faut, il y a des choses qu'on a appris qu'on peut partager à ses confrères pour qu'on puisse se développer. Donc, je veux que Canary m'aide à me retirer du game en prenant soin de lui-même, y compris au niveau des travaux, etc., pour que les équipes soient autonomes et pour que je parte faire ce qui me... Parce que finalement, je vais gagner mon temps. Je vais reprendre mon temps. Le système nous prend le temps, il faut que je reprenne le temps pour me concentrer sur le plus utile. Donc, franchement, c'est ce sur quoi je fais. Donc, je continuerai certainement à bosser encore d'arrache-pied pour Canary et puis pour tout ce qui tourne autour. Et aussi de lancer un autre produit à côté parce qu'on est en train de lancer un produit en interne aussi sur l'éducation, une sorte de plateforme de formation. On peut travailler sur le sujet. Ça, c'est les 2 choses que j'ai dans le scope. Maintenant, je crois que c'est ce qui va se passer encore jusqu'à un moment donné. Et puis bon, je vais réfléchir à la suite. Mais franchement, dans ma tête, je suis bloqué dessus. Et le message que je peux donner à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, que ce soit les étudiants, les jeunes ou des personnes qui travaillent déjà, qui veulent faire des reconversions, je pense qu'il faut faire beaucoup de bilans, comme on en a parlé, de sa vie, de ses décisions et ce qui se passe après les décisions. Et aussi, si ça marche, c'est top, on garde le cap. Si ça ne marche pas, on réfléchit, on trouve une porte de sortie. Il y a un film de Brave, ils ont mis le pistolet sur sa tête et puis il a demandé à la personne dans une situation, qu'est-ce qu'on fait? Et la personne a répondu, on meurt ou on demande pardon. Et il dit, il y a 36 000 solutions possibles. Puis bon, il a commencé à faire du karaté, puis bon, il a gagné. Mais il a montré que, effectivement, c'est pas binaire, en fait.
La réponse est évidente. Ça peut être la mort pour certaines personnes, mais il y a forcément une porte de sortie. Donc, il faut se questionner sur le sujet. Et aussi, le dernier point, il faut utiliser ce qu'on a, outils. Non? Parce qu'on peut dire que non, moi, j'ai rien, j'ai pas de contact. Ici, j'ai personne, mais tiens, qu'est-ce que tu as? Il y a toujours quelque chose. Pour les croyants comme moi, on dit Dieu te donne quelque chose. Donc, si tu n'as pas donné de contact, tu as donné du talent. Tu as du talent, tu as besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de contact. Bon, tu as des contacts, tu as besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de talent. Il faut qu'est-ce que tu as? Si tu n'as pas les deux, donc tu ne sais pas où commencer, tu as besoin de talent. Et moi, je suis partisan du concept que le talent, ça s'acquiert, quoi. C'est-à-dire que tu peux naître avec une fibre. Quand j'étais en école de design, il y avait des gars à côté de moi qui étaient, quand tu regardes ce petit, tu te dis qu'il est né avec ça. Mais moi, je ne suis pas né avec ça. J'ai dessiné, c'est vrai, mais pas comme lui, il dessine là. Souvent, il y a des personnes qui savent vraiment faire les choses par rapport à toi plus rapidement. Mais on est dans un domaine où, à un moment donné, on va dépasser le talent pour mettre le travail et pour mettre d'autres choses encore à côté. Et si lui, il reste dans son étape de j'essaie bien dessiner, faire de beaux rendus, tu vas le battre. Tu vas le battre et tu vas t'en sortir. Ouais. Et donc, il faut se sonder pour savoir qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Je vais terminer par ça. Je dis, j'ai terminé plusieurs fois. Non, ouais. Franchement, on apprend de toi. Ouais, il y a un stagiaire qui est venu à Canaries, il a fini, il est parti. Oui. Et quand il est parti, on a reçu un retour comme quoi il doit travailler dans l'entreprise. Et du coup, moi, je dois faire comme ça, la recommandation. OK. Donc, j'ai fait la recommandation parce que je ne vais pas le bloquer quand même. Mais je lui ai écrit par derrière pour lui dire, tu es parti, tu n'as pas demandé ce qu'il pensait de ton travail. Tu n'as pas pris le feedback. Et c'est au moment où tu as eu besoin que tu... Ouais. Moi, je ferais un feedback positif, certainement, mais si tu n'as pas pris le vrai feedback pour toi-même déjà, tu ne peux pas t'évaluer honnêtement. Donc, tu vas continuer à faire les mêmes erreurs. Et le conseil que je te donne là, c'est quelque chose que je prêche, mais ça moi-même me tenir un jour devant. Donc, il faut que on fasse honnêtement son bilan pour pouvoir prendre de meilleures perspectives. Sinon, ça sera chéri. Je suis très, très bon même. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas, les Africains n'aiment pas. Si tu continues dans ce genre de mentalité, tu vas continuer à être dans le système où tu es. Je suis peut-être pas bon. Je suis peut-être cultivé. Et je dois me cultiver plus pour le domaine où je vais aller, certainement. Ou bien je dois changer ma manière de faire, ou je dois peut-être demander un conseil à un aîné, etc. Il faut trouver là. Je pense qu'on est tous intelligents. Il y aura forcément une porte de sortie. Super, super. Merci beaucoup, Gare. Merci, Samuel, pour ta générosité. Tous ceux qui viennent sur ce podcast sont super généreux et ça fait plaisir. Il y a énormément d'enseignements, de choses à tirer de l'échange, de tout ce que tu as partagé avec nous. J'ai pris un énorme plaisir à discuter avec toi. J'espère que toi aussi. Oui, effectivement. C'était vraiment top. J'espère que ceux qui ont suivi également ont pris le même plaisir. On se dit à bientôt dans un nouvel épisode et puis salam.